François, je te laisse enchaîner. Ok, eh bien, écoute, merci de cette précision et de ce passage de relais. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler un petit peu de quoi parle-t-on, du marché des prestations intellectuelles de manière générale en France. Donc là, ce sont des chiffres de Numéum. Numéum, pour ceux qui, pour rappel, c'est le nouveau nom du Syntec. Et donc, ce sont des chiffres qui sont sortis le 30 juin. Donc, ils sont vraiment tout neufs. Et donc, sur ce marché, c'était pour vous rappeler que le marché des ESN en France, c'est la partie en haut à droite, ça fait à peu près 35 milliards, avec une progression sur l'année 2024 prévue de 2,1%. Et comme le disait Alessandra tout à l'heure, cette progression des ESN de 2,1% est inférieure à l'inflation, qui, elle, à l'instant où on se parle, est prévue à 2,3%. Donc, ça veut dire que le marché des ESN n'est pas forcément, on va dire, en croissance, voire il serait plutôt en décroissance, voire stagnant. En dessous, vous avez le conseil en ingénierie. Donc, ça va être tout ce qui va être ce qu'on appelle les ICT, c'est l'ingénierie conseil en technologie. Ça va être les entreprises type Altran, Altren, Segula et autres, qui, eux, elles représentent à peu près pas loin de 8 milliards. Avec une progression qui est plus importante, puisqu'on va le voir après, il y a des secteurs comme l'industrie et autres qui portent un petit peu la croissance globale du secteur. Sur la partie gauche, c'est les éditeurs logiciels et les plateformes cloud. Bon, là, on voit qu'il y a plus de 10% quasiment 10% de croissance prévue avec 27 milliards. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui marche très bien. Concernant les principaux autres acteurs, il y a les cabinets de conseil, donc le Syntec Conseil, qui annonce quand même, on va dire, un chiffre d'achat, un chiffre d'affaires consolidé en France à peu près de pas loin de 10 milliards. Autre acteur et dont vous faites partie, les plateformes et sociétés d'intermédiation, donc on va dire tout ce qui va être indépendant, qui va passer par une structure morale pour pouvoir exercer ses compétences, donc au travers de URL, de SASU ou autres. Donc, vous allez passer par des plateformes et sociétés d'intermédiation type Boomco. Et donc, aujourd'hui, c'est un marché qui représente pas loin de 2 milliards sur le marché français. Il y a aussi à peu près 2 milliards concernant les sociétés de portage salarial. Et donc là, ce sont on va dire, des indépendants qui se sont mis en personne physique et qui passent par des sociétés de portage salarial pour pouvoir répondre aux besoins de leurs clients. Et puis à peu près 6 à 700 millions pour tout ce qui va être management de transition. J'ai voulu vous mettre ces chiffres, en particulier sur les plateformes et sociétés d'intermédiation et sociétés de portage salarial, pour vous dire que ces deux typologies de support contractuel de compétences représentent pas loin de 4 milliards au regard des ESN et des cabinets de conseil et autres. Ça fait pas loin quand même de 10-12%. Donc aujourd'hui, c'est une manière de voir un petit peu quel est le volume d'achat et que représentent, on va dire, les compétences qui sont portées, on va dire, par des indépendants, soit en portage salarial, soit en portage commercial au travers de leur structure. Donc ça, c'est pour vous donner une idée du marché, sachant que le marché est toujours est quand même aussi porteur. Il n'y a jamais eu autant, on va dire, de personnes qui se sont mis en indépendant, soit portage salarial versus portage commercial, mais il n'y a jamais eu aussi autant de création de CDI. Donc, il y a une progression des deux, et je pense qu'il y a quand même une progression supérieure du nombre de personnes qui se mettent en indépendant. Ça, c'est ce que l'on peut voir de par la multitude d'ailleurs de plateformes qui est en train de voir le jour. Les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui, il y a l'industrie qui est un secteur qui est porteur, en tout cas qui est plus fort que l'inflation et qui est soutenu. Il y a les marchés publics, l'utility et les transports.
ce sont trois secteurs qui marchent bien. Et comme l'a dit tout à l'heure Alessandra, effectivement, dans le secteur de la banque et de l'assurance, pardon, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce qu'effectivement, on va le voir, hein, le marché et le contexte économique, on va dire national et international étant ce qu'il est aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, il est urgent d'attendre. Et ce qui a été dit tout à l'heure et ce qui retranspire un petit peu, mais on le voit chez nos clients, bah, les entreprises ont beaucoup d'argent quand même, puisqu'elles ont gagné beaucoup d'argent en 2022-2023, mais l'incertitude qui règne fait que bah, tout le monde est frileux et les engagements des entreprises sont beaucoup moins forts en termes de délai et de durée qu'auparavant. Il y a des secteurs, je réinsiste un petit peu sur l'industrie et l'énergie. Aujourd'hui, que si vous travaillez avec Enedis, RTE, EDF et autres, ce sont des secteurs qui, avec la décarbonation, ont vraiment énormément de projets. Tout à l'heure, ce matin, je lisais encore un projet où RTE vient de signer avec Hitachi un projet de 4 milliards de dépenses pour deux champs d'éoliennes au large des côtes françaises. 4 milliards. Donc tout ça met un certain nombre de budgets en prestations intellectuelles qui sont raccrochés. Contrairement à la banque où pour l'instant ils sont beaucoup plus frileux. Les grandes tendances qu'on voit. Donc les grandes tendances que j'observe auprès aussi bien de mes contacts qui sont les directions achats de grands groupes que les directions de SN et de cabinets de conseil, c'est que on vient de sortir, comme l'a dit Alessandra, hein, de 2 années de très forte inflation, puisque je vous rappelle quand même qu'entre 2022 et 2023, il y a eu plus de 10% d'inflation en France. Ce n'était jamais arrivé depuis plusieurs décennies. Donc, par ce fait, il y a eu forcément des augmentations de salaire dans les ECN, donc les ESN, pardon, les ICT, les ingénieries conseil en technologie et les cabinets de conseil, puisque l'ensemble, une grande partie de ces structures sont allées voir leurs clients en leur disant voilà, il y a eu une forte inflation, pour garder mes consultants, je suis obligé d'augmenter les salaires. Donc, l'ensemble de ces acteurs sont allés voir sont remontés au créneau pour aller demander des augmentations de salaire aux acheteurs qui ont réussi de manière générale à contenir les augmentations qui leur étaient demandées. Ils ont contenu à peu près entre 3 et 6% les augmentations de salaire qui ont été demandées par les ECN et cabinets de conseil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les entreprises n'ont jamais autant gagné d'argent. Il n'y a qu'à regarder la distribution des dividendes en 2022 et 2023 du CAC 40, il n'y en a jamais eu autant. Mais on est quand même dans une période d'une très grande incertitude entre une guerre, deux guerres, un canal de Suez qui est plus ou moins fermé, un canal de Taïwan qui est, on ne sait pas trop, et en plus la moitié du monde qui vote cette année, donc la moitié du monde en âge de voter vote cette année, ce qui fait quand même pas mal d'incertitudes. On vient de le voir en France avec ce qui vient de se passer, on va dire, sur les dernières semaines. Et il y a encore, on va dire, les élections de notre ami Donald au mois de novembre, fait que pour les entreprises, et ce que n'aime pas la bourse, c'est l'incertitude. Et là, on est quand même dans une période de grande incertitude, même si les entreprises ont de l'argent. Donc, il est urgent d'attendre, d'où tout ce qu'a dit tout à l'heure Alessandra, avec des décisions qui sont reportées, des engagements courts, on s'engage sur 3 mois ou 1 ou 3 mois, mais on ne s'engage plus sur 1 an. Donc tout ça fait qu'effectivement, c'est ce que l'on observe de manière très forte. Avec un démarrage au premier trimestre qui a été très difficile, qui a été plus difficile que le premier trimestre 2023, en particulier pour les ESN, peut-être un petit peu moins pour les cabinets de conseil, mais pour les ESN, ça a été compliqué, avec une reprise du nombre de demandes, on va dire à partir du début juin, puisque le mois de mai a été, on va dire, un petit peu chômé, on va dire,
il y a eu pas mal de vacances pour l'ensemble des Français lors du mois de mai. Donc, une reprise depuis début juin avec une accélération pour lancer les projets avant les départs en vacances. Donc, effectivement, il y a un nombre de demandes qui repart, on va dire, là, depuis un mois. Et je pense que par rapport aux échanges que j'ai, ça risque d'être jusqu'à fin 20-25 juillet. Et après, je pense que ça risque de diminuer. Par rapport aux chiffres qu'a dit Alexandra tout à l'heure sur une augmentation de 30% de leur volume de demande et autres, c'est une belle performance parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'ESN ou de sociétés d'intermédiation, plateformes ou autres, qui ont ces chiffres-là. Vraiment, ça a été plutôt… Ils avaient prévu ces chiffres-là, mais peu l'ont réalisé. Disparité entre, effectivement, entre les ESN, cabinets de conseil et les plateformes. Et puis, ce que l'on observe aussi sur ces plateformes et sociétés d'intermédiation, c'est une diversification dans les services proposés. C'est qu'auparavant, c'était essentiellement de l'accompagnement pour sourcer des compétences et les proposer. De plus en plus, les clients demandent j'ai trouvé mes compétences, mais est-ce que vous pouvez me l'apporter? Donc là, c'est le portage, ce qu'on va appeler du portage commercial sans sourcing. Et une troisième offre qui a augmenté en 2020, qui a vu le jour en 2023 et qui commence à être pas mal en 2024, c'est effectivement du recrutement. Les clients demandent de plus en plus effectivement du recrutement. Par rapport au référencement, aujourd'hui, ça fait, on va dire, un certain nombre d'années qu'il y a des référencements dans les entreprises et que les sociétés d'intermédiation et ESN et cabinets de conseil essayent de se faire référencer. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les référencements sont dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'auparavant, je faisais un référencement pour 3 ans et puis c'était bloqué et fermé pour 3 ans. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire quels vont être les besoins dans 1 an ou dans 2 ans de telle ou telle entreprise. Et donc, les fonctions achats, au même titre que les cabinets de conseil et ESN, maintenant répondent à des référencements qu'on va appeler dynamiques. C'est-à-dire, oui, bien sûr, les grands groupes font toujours des référencements, on va dire, de 3 ans. Maintenant, ils ne s'interdisent plus de faire des entrées-sorties tous les ans, en fonction du marché, des nouvelles compétences dont ils peuvent avoir besoin, des ajustements divers et variés qu'il peut y avoir, parce qu'aujourd'hui, ils avaient en tête de faire des référencements depuis des années. Depuis 70 ans, les entreprises font des référencements. Depuis que l'informatique existe, on fait des référencements. Mais une question simple que je leur pose de manière très régulière, vous faites des référencements, super, c'est très bien, mais combien ça vous coûte? Et là, beaucoup répondent, ça me coûte cher, mais encore, ça s'arrête là, ça me prend beaucoup de temps. Bon, il y a une deuxième question que je leur pose, c'est, donc, ok, mais combien ça vous rapporte? Et là aussi, c'est compliqué pour eux de savoir combien ça leur rapporte. Donc, en gros, ils font quelque chose depuis un certain nombre de décennies, sans savoir éventuellement ce que ça peut leur apporter, combien ça leur coûte et combien ça leur rapporte. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt dans une dynamique. Oui, bien sûr, on est obligé on a besoin de cadrer un petit peu nos fournisseurs, de choisir un certain nombre de fournisseurs privilégiés, mais on ne s'interdit plus de faire des entrées-sorties comme auparavant. Et donc ça, je pense que c'est des opportunités pour des petites entreprises ou pour des sociétés d'intermédiation de pouvoir se repositionner, on va dire, de manière annuelle et pas forcément d'attendre 3 ans que l'entreprise rouvre son référencement. Il faut aller démarcher et montrer qu'on a quelque chose à apporter, mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont de plus en plus faisables. Et puis, les entreprises, on regarde de plus en plus ce qui va être le nearshore et l'offshore. Tout à l'heure, on parlait de télétravail en France, mais le télétravail
Dans les autres pays européens, il y en a qui le font, en particulier en Pologne, en Roumanie, en Espagne et au Portugal, où effectivement il y a des main-d'œuvre qui sont aujourd'hui disponibles et qui sont à des TJ moins importants. Donc ça, on voit qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas de problématique par rapport à la RGPD, contrairement aux entreprises lorsqu'elles regardent pour aller, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée, où là, ça ne fait plus partie de l'Europe, et donc là, il y a des problématiques de RGPD qui freinent un petit peu le nearshore et l'offshore. Pour rebondir sur le télétravail encore, j'ai des clients, et je peux le citer puisque c'est dans le domaine public, Pôle emploi, donc maintenant, pardon, France Travail, qui a maintenant qu'une seule grille de prix. Que vous soyez en télétravail à Toulouse, à Quimper ou à Paris, ce n'est pas un sujet. De toute façon, maintenant, ils n'ont plus qu'une seule grille de prix. Que vous soyez en présentiel ou en télétravail, c'est un seul et unique prix. Bon, il fait un peu figure d'exception, mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui se passent par rapport à ça et que là, les gens sont en train de se chercher toujours un petit peu par rapport au télétravail, ce qui est possible de faire ou pas en télétravail. Quand on emborde une personne, si on, par exemple, même France Travail, là, quand ils embauchent un acheteur, pendant 3 mois, c'est à plein temps dans les bureaux. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est 3 mois à plein temps. Après, il aura le droit du télétravail. Mais d'abord, la partie d'onboarding pour des acheteurs, mais c'est un petit peu pareil aussi pour les consultants, là, c'est forcément 3 mois complets et donc sans télétravail. Autre tendance que l'on voit, la RSE et l'empreinte carbone. Donc aujourd'hui, c'est au cœur des préoccupations des grands groupes. Pour certains, je ne sais pas si vous connaissez la DPEF, c'est la déclaration des performances extra-financières. Donc, c'est des documents que se doivent de fournir, on va dire, les entreprises, on va dire, au niveau de leur conseil d'administration et surtout lorsqu'elles sont cotées en bourse. Donc, ça a été maintenant, et ça s'appelle la CSRD, qui est un enjeu toujours important de la mesure de l'empreinte carbone au niveau européen. Et donc ça va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Donc, autant dire demain matin. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les fonctions achats qui doivent décliner la stratégie de l'entreprise par rapport à l'empreinte carbone et à la diminution de l'empreinte carbone, donc de leur propre métier, mais aussi de leurs sous-traitants au travers de ce qu'on appelle le scope 3. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais en gros, c'est la mesure de l'empreinte carbone des sous-traitants. Et aujourd'hui, tous les grands comptes dont je vous ai montré les logos tout à l'heure me sollicitent pour me dire, voilà, comment mesurer l'empreinte carbone d'une mission en prestation intellectuelle. Parce que moi, au 1er janvier, je vais être obligé de fournir des documents à ma DAF, aux financiers, pour qu'ils puissent faire et répondre aux enjeux légaux et européens et réglementaires à partir du 1er janvier concernant la mesure de l'empreinte carbone. Et je peux vous garantir que là, aujourd'hui, pour eux, c'est extrêmement compliqué. En particulier pour les entreprises du tertiaire, dont, on va dire, les volumes d'achat de prestations intellectuelles sont colossaux, et c'est leur outil de production. Et donc, quand c'est plusieurs milliards d'achats, la mesure de l'empreinte carbone joue effectivement, ça peut jouer sur les prestations intellectuelles peuvent jouer sur l'empreinte carbone de l'entreprise. Et quand ça joue sur l'empreinte carbone de l'entreprise et qu'on doit démontrer ça au niveau des actionnaires, ça joue sur le moral du président. Et quand ça joue sur le moral du président, ça redescend assez rapidement. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu très fort de ces entreprises. Problématique de sourcing, aujourd'hui, on l'a vu, les budgets sont plutôt restreints et tout au moins, on regarde mieux
plus où on dépense. Et donc, il y a toujours aujourd'hui toute une problématique de sourcing des profils seniors. Quand je dis senior, c'est plus de 10 ou 15 ans de seniorité. Avec une augmentation aujourd'hui des intercontrats, en particulier des jeunes dans les cabinets de conseil et dans les ESN. Aujourd'hui, les acheteurs reçoivent depuis maintenant 6 mois, un peu plus de 6 mois, une multitude de CV non sollicités. Ce qui veut dire que les cabinets de conseil et les ESN ont des intercontrats. Ce qui veut dire que le marché est quand même tendu. Il y a moins de turnover dans les ESN et les cabinets de conseil. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que lorsque les donneurs d'ordre lancent des appels d'offres, ils ne font plus exclusivement, comme ils le faisaient auparavant, des appels d'offres d'un côté sur des cabinets de conseil ou que des ESN, mais aussi sur des sociétés d'intermédiation dans un deuxième temps. Maintenant, souvent, ils lancent l'appel d'offres de manière générale, aussi bien sur des sociétés d'intermédiation que sur des cabinets de conseil ou sur des ESN, et que le meilleur gagne. Donc, ça, c'est des choses que l'on voit maintenant de plus en plus. Et pour ce faire, ils sont obligés de s'outiller et d'avoir des outils type ce qu'on appelle des vendeurs management system. Pour parler concrètement, c'est des outils de gestion des achats de prestations intellectuelles. Et aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sortent un petit peu du lot. Il y a Peter, qui est un Français qui est à Rennes. Il y a Phil Glass, c'est SAP. Il y a LBC, il y a WebMS et puis Bilan qui est un international. Et donc aujourd'hui, pour ce que l'on voit, c'est que les grands groupes sont en train de s'équiper pour remplacer Outlook et Excel pour gérer leurs achats de prestations intellectuelles en prenant des outils de VMS. Et puis, ce dont on voit aussi, c'est que, alors c'est plutôt outre-Atlantique et on commence à le voir arriver en France, ce sont des entreprises type Pantone ou SIT qui proposent un service global aux grands groupes en leur disant, voilà, monsieur le client, vous avez besoin d'un consultant data scientist, eh bien, je vais vous le trouver, quel que soit son support juridique, que ce soit en portage salarial, en portage commercial, au travers d'une plateforme, en ESN, en cabinet de conseil, en intérim, en ce que vous voulez. Moi, de toute façon, je vais gérer l'aspect contractuel, mais je vais vous trouver la compétence. Ce qui me permet de dire ça, c'est que, et je vais terminer là-dessus, on voit des acteurs comme Adecco ou Randstad, qui sont des mastodontes de l'intérim, qui ont racheté, par exemple, Adecco a racheté AK, une ICT, une ESN de 10 000 personnes. Ils ont racheté des sociétés de portage salarial, ils ont essayé de créer des plateformes et sociétés d'intermédiation pour justement aujourd'hui arriver, par exemple, un Adecco arrive chez Michelin en disant voilà, qui sont quasiment leurs premiers clients en intérim, mais il est aussi capable de fournir d'autres types de compétences qui ne sont pas forcément portées par les sociétés d'intérim, et donc qui peuvent être portées par des ESN, des ICT, du portage salarial et autres.